Salut, je suis docteur Cissé de Vision Diamant et depuis un moment, on a initié ce qu'on appelle la classe digitale. Donc, c'est une classe ou une école en ligne, un rendez-vous que j'ai avec vous tous les mercredis de 19h à 20h où on traite d'un sujet mindset. L'objectif, c'est de former la Mindset Academy. Cette élite-là de personnes qui sont mentalement posées, équilibrées, et qui savent gérer leurs émotions, qui savent être bien, hein, aussi bien physiquement que mentalement. Donc, nous avons fini avec la première saison de la classe digitale et aujourd'hui, je vais vous résumer tout ce qu'on a vu avant qu'on puisse rentrer dans la deuxième saison. Donc, par quoi on a commencé? On a commencé par la gestion des plaintes. Qu'est-ce que c'est que les plaintes? C'est le fait de toujours être en train de rejeter la responsabilité de tout ce qui nous arrive et de laisser le pouvoir aux circonstances. Quand quelque chose se passe, on lui donne le pouvoir. C'est parce que telle chose est arrivée que ça s'est passé ainsi. Et on n'est jamais coupable de rien. Et pourquoi on se retrouve à se plaindre? La plupart du temps, c'est parce qu'on a appris à avoir un sentiment d'impuissance. On a grandi en se disant, c'est comme ça, oh. Nous autres là, c'est comme si ça va aller, la vie est dure, ainsi de suite. Et on ne cherche jamais à aller au-delà de cette résignation-là. La deuxième raison, c'est le besoin d'attention, de validation. On a toujours besoin peut-être de compassion. Donc ça là, ça n'a pas marché parce qu'on va avoir du soutien, du réconfort et jamais on accepte de prendre nos responsabilités. Après, on a un conditionnement culturel, hein. Se plaindre, ça devient un langage collectif. Tout le monde se plaint de tout. Mon mari a fait ci, ma femme a fait ça, mon patron a fait ci, mes enfants ne me comprennent pas, ainsi de suite. Mais vraiment, se plaindre ne change jamais les situations, en fait. Hein, ça nous maintient juste dans un état de victimisation. Qu'est-ce qu'on gagne à être victime? Rien du tout. À un moment, il faut se libérer. Comment se libérer? Il faut prendre conscience de la fréquence à laquelle on se plaint. Est-ce qu'on peut noter un peu dans la journée le nombre de fois où on se plaint? Tu te lèves le matin, ton époux a appuyé le dentifrice de telle manière, ça t'énerve, tu te plains. Ton café, l'eau de ton café n'est pas assez chaud, pas assez froid. Ça fait rien, lève-toi, va chauffer un peu, ou bien mets un peu d'eau dedans pour diluer un peu, ou bien c'est la circulation, ou bien c'est la voiture, ou bien ce sont les collègues. Le nombre de fois où on se plaint, et puis on va essayer de diminuer. Si dans la journée d'aujourd'hui, je me suis plaint 10 fois, ça veut dire que j'ai laissé mon pouvoir dans la main des circonstances. Donc, j'essaie demain d'essayer de me plaindre un peu moins. Donc, chaque fois que je me plains, j'ai un curseur qui me permet de dire non. Il faut que je diminue le nombre de mes plaintes. Ensuite, il faut remplacer chaque plainte par une question. Qu'est-ce que je peux faire avec ce que j'ai? C'est vrai, mon époux n'a pas cette délicate attention-là quand il fait son café, de faire mon café aussi. Ça fait rien. Si tu fais toi-même ton café, ça fait quoi? Est-ce que tu as besoin de te plaindre pour ça? C'est l'époux que tu as eu. Est-ce qu'il n'a pas d'autres qualités par ailleurs? Hein? Ou bien tes enfants, tu leur dis les choses de telle manière, ils ne comprennent pas, ils ne font pas. Est-ce que tu ne peux pas peut-être leur donner l'exemple? Comme je le disais à la classe digitale, je dis, on a tendance à se plaindre du fait que nos enfants sont désordonnés. On dit, va ranger ta chambre, va ranger ci, va ranger ça. Peut-être qu'ils ne savent même pas comment faire en fait. Est-ce qu'on se dit, bon, ok, aujourd'hui c'est dimanche, je ne vais pas au boulot. Alors on va ranger ta chambre. Ok, ici tu mets les pantalons, ici tu mets les chemises, ici tu mets les t-shirts, ici tu mets ça, ici tu mets... Peut-être qu'il ne sait même pas faire. Est-ce que toi qui me regardes, tu as déjà rangé la chambre avec tes enfants? Est-ce que tu leur as déjà dit de faire de telle manière, telle autre manière? Voilà. Et il faut s'entourer de personnes qui sont orientées solutions aussi. Parce que tant que tu es aussi entouré, tu es dans la médiocrité, parce que tu veux payer moins cher, tu seras toujours en train de te plaindre. On m'a dit moins cher coûte cher. Tu fais un boulot où tu as besoin d'un certain niveau de compétence et tu dois prendre des gens qui n'ont pas ce niveau de compétence parce que tu veux payer moins cher. Effectivement, tu as passé ta vie à te plaindre. Donc, si tu en as marre, remplace-les par des personnes qui sont alignées en termes de vision, en termes de compréhension avec toi. Est-ce que tu comprends? Donc, ça, c'est en résumé ce qu'on pouvait dire sur les plaintes et la gestion des plaintes. À un moment donné, ça suffit. Soyons responsables de ce qui nous arrive. Essayons de tourner les situations en fonction de ce qui peut nous arranger plutôt que de se plaindre. Est-ce que de toi à moi, quand tu te plains chaque fois, est-ce que ça change vraiment la situation?
Et si tu deviens responsable en te disant, bon, ok, je fais avec les moyens de bord, je fais avec ce que j'ai et désormais, je ne me plaindrai plus ou bien je me plaindrai moins. Tu vas voir que ta vie et ton regard va changer sur les circonstances, sur ton environnement et tu auras même de meilleures relations avec ceux qui t'entourent. Ensuite, on a parlé de changer son discours intérieur. On interagit avec les gens, on parle avec les gens, on leur dit un certain nombre de choses, on essaie d'être bienveillant vis-à-vis de gens autour de nous. Mais comment on se parle? Quand tu es assis tout seul ou que tu te retrouves tout seul, il n'y a personne autour de toi, il n'y a aucun bruit, tu te retrouves seul avec toi-même. Comment tu te parles? Quand tu es devant un miroir, qu'est-ce que tu te dis? Est-ce que tu t'apprécies? Ou bien tu regardes le seul bouton qui est apparu sur ton visage quelque part derrière ton nez que personne ne peut voir, mais que toi, ce que tu sens au toucher. Est-ce que tu t'attardes sur le fait que tu as grossi ces temps-ci? Ou bien tu t'attardes sur quoi au juste? Est-ce que quand tu fais une erreur en cours de journée, tu passes ton temps à culpabiliser plutôt qu'à te trouver des circonstances atténuantes? Si tu as fait quelque chose de travers et que malheureusement tu aurais dû faire autrement, on est d'accord, c'est déjà fait. C'est déjà fait. Qu'est-ce que tu fais ensuite? Tu gardes ça toute la journée sur ta tête comme je le faisais avant moi aussi, ou à un moment donné tu t'es dit bon ok, c'est déjà fait. Maintenant, ce que je fais avec moi, parce que je me suis rendu compte que je suis plus bienveillante avec les autres qu'avec moi-même. Donc, quand je me retrouve dans une situation où je commence à culpabiliser, où je commence à me sentir mal, je me dis, OK, imagine, moi, ce docteur Cissé, imagine ma Sanjay qui vient te présenter le cas. Qu'est-ce que tu lui dirais? Et je commence à parler avec ma Sanjay. Et j'essaie de la réconforter, j'essaie de la rassurer. Et depuis que je fais ça, je me sens mieux. Et je suis devenue différente. Le jour que j'ai changé, j'ai décidé que ma voix intérieure devait être cette amie-là, cette complice-là, plutôt que le juge, le bourreau, le condamnateur. Est-ce que tu peux en faire autant? Est-ce que ta voix qui te parle, qui apprécie tout ce que tu fais en cours de journée, cette voix-là est plus un juge ou un meilleur ami? Est-ce que tu dois te demander pourquoi notre discours intérieur est aussi négatif? C'est lié à l'héritage familial, l'héritage social. On veut tellement plaire que chaque fois qu'on fait quelque chose où on se dit qu'on ne sera pas aimé, on commence à se dévaloriser. Et ça, c'est pas bon. Après, ce sont les expériences d'échecs non digérées. Tu as essayé telle chose, ça n'a pas marché. Tu as essayé telle autre chose, ça n'a pas marché. On décrète nous-mêmes qu'on est incompétent, on est incapable, on n'a pas telle compétence, on n'a pas tel potentiel. Non. Chacun a ses aptitudes. Il ne faut pas se comparer à ceux qui sont autour de nous. Et un échec ne nous définit pas. Un échec, c'est un événement. Ça ne dit pas qui nous sommes, nous. Est-ce que vous voyez? Donc, si tu as échoué par le passé, ok, tu as échoué dans quoi? Est-ce que tu t'es posé les bonnes questions? Est-ce que tu as fait ce qu'il fallait? Est-ce que tu es sûr qu'il n'y a rien que tu as raté? Et si tu n'as pas fait ce qu'il fallait, donne-toi la chance de recommencer. Tu ne vas pas te condamner parce que tu as fait un ou deux échecs, non. Et chaque fois que tu regardes dans le miroir, tu es nul. Et le succès, c'est pour les autres et pas pour toi. Non, tu es appelé à réussir aussi. Peut-être pas dans le même domaine que. Trouve ta zone de génie. Trouve ce dans quoi tu excelles. Hein? Et j'ai parlé de comparaison tout à l'heure. On se compare à telle parce que telle personne, elle est éloquente. Moi, je ne suis pas éloquente. Celui-là, il a telle aptitude. Il est bon en maths. Et moi, je ne suis pas bonne en maths. Celui-là, c'est un bon manager. Moi, je ne suis pas un bon manager. Celui-là, il a des compétences en fiscalité. Tu ne peux pas tout connaître. Tu ne peux pas tout connaître. Vous n'avez pas le même destin, vous n'avez pas le même parcours. Donc, à quel moment tu t'identifies à lui, en fait? Tout ce dont tu as besoin pour réussir ta mission de vie, pour atteindre les objectifs que tu t'es fixés. Dieu t'a donné ce potentiel. Tu l'as en toi, en fait. C'est à toi d'identifier qu'est-ce que tu as et d'exprimer ce potentiel-là, de le développer. Tu n'as pas le même parcours que ta voisine, ton amie, ta sœur. Donc, ces aptitudes ne sont pas tes aptitudes. Si tu avais besoin de ces aptitudes, Dieu te les aurait données. Dieu ne se trompe pas, il ne fait pas d'injustice. Tu as exactement ce qu'il te faut pour réussir ce pourquoi tu as été créé. Et la dernière raison, l'une des raisons aussi pour lesquelles on a ce discours intérieur négatif, c'est que on a peur de décevoir. Si je fais ci, mon mari va penser que, ma maman va penser que, mon public va penser que, ainsi de suite. Non.
Ils n'ont pas à penser, en fait. Ils n'ont juste qu'à t'accepter tel que tu es. Donc, valorise ce que tu as, accepte ce que tu as, relève la tête et puis avance. Ils ont le devoir de t'accepter tel que tu es. Et comment on change? Parce que moi, depuis que j'ai changé la manière dont je me vois, la manière dont je me parle, en tout cas, je suis devenue plus en paix et plus sereine, plus à l'aise avec moi. Hein? Donc, j'ai identifié toutes ces phrases dévalorisantes que j'avais l'habitude de me dire et je les ai toutes supprimées. Je reformule les phrases dévalorisantes que j'ai vis-à-vis de moi. Au lieu de dire je suis nul, tu dis je suis en train d'apprendre. Je n'ai pas les mêmes compétences que peut-être quelqu'un qui est doué en art oratoire, quelqu'un qui fait des vidéos mais qui s'exprime mais vraiment bien, qui articule. Non, je n'ai peut-être pas ces compétences, mais je suis en train d'apprendre. J'ai commencé quand? Et quand je regarde mon parcours de là où j'ai commencé jusqu'à aujourd'hui, je pense que je me suis améliorée. Donc, au lieu de dire je suis nulle, je dis je suis en train d'apprendre. Hein? Et il faut écrire aussi ces victoires quotidiennes. Quel est ton parcours? Qu'est-ce que tu as fait depuis? Chaque fois que tu réussis quelque chose, écris. Répète-toi. On m'a donné un exercice qui m'aide beaucoup. Chaque soir, je dois faire le point de ma journée. Quelles sont les belles choses que j'ai faites? Quelles sont celles que j'ai réussies? Quels sont les qualificatifs valorisants que je peux utiliser pour me qualifier moi-même par rapport à tout ce que j'ai accompli en cours de journée. Et depuis que j'ai commencé cet exercice-là, je me rends compte que waouh, j'ai quand même quelques compétences, j'ai quand même quelques qualités que je ne pensais même pas avoir. Parce qu'il y a des petites choses que je fais en cours de journée qui traduisent ces qualités-là, mais que je n'identifiais pas véritablement. Ça, c'était pour le fait de changer son discours intérieur. Ensuite, on a appris à reprendre le pouvoir sur sa vie. Qui a le pouvoir? À qui on donne le pouvoir? Est-ce que c'est à quelqu'un d'autre qui a le pouvoir de décider de qui on est, de ce qu'on est, de ce qu'on peut accomplir, ou bien c'est nous qui prenons le pouvoir? Hein? Pourquoi on a tendance à abandonner notre pouvoir et à qui on abandonne notre pouvoir? On attend la permission. La permission avant de faire ci, avant de faire ça. La validation des autres. Non. C'est de ta vie qu'il s'agit. C'est toi qui prends les décisions. C'est toi qui décides de ce qui est bon pour toi ou de ce qui n'est pas bon pour toi. On attend que les conditions soient parfaites. Oui, je veux entreprendre telle chose, mais il faut que telle condition soit réunie d'abord. Il faut que j'arrive à faire telle chose. Il faut. Non, les conditions ne seront jamais parfaites. Ça se parfait au cours du processus, au fur et à mesure qu'on apprend, on réajuste et finalement, on commence à exceller. Et on a peur du jugement. Les gens vont dire si, c'est de ta vie qu'il s'agit. Ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. Est-ce que toi, tu es en train d'atteindre tes objectifs? C'est de ça qu'il s'agit. Hein? Et souvent, on pense que Dieu va envoyer quelqu'un pour nous sauver, en fait. Tu n'es pas satisfait de ta condition actuelle, hein, mais tu es assis. Tu ne bouges pas. Le bon moment va venir. Un jour. Mais la personne que tu attends en train de régler ses propres problèmes. À quel moment tu prends le pouvoir de ta vie, le pouvoir de ta destinée? Tu prends la responsabilité de ce qui va se passer ou de ce qui ne va pas se passer. À quel moment? C'est vrai qu'on ne peut pas tout contrôler, mais désormais, je refuse de me comporter comme si je ne contrôlais rien. Le peu que je peux contrôler là, je m'approprie ce pouvoir-là et puis j'avance. Donc, comment on reprend ce pouvoir-là sur sa vie? C'est de se poser cette question radicale. Qu'est-ce qui dépend réellement de moi? Dans chaque situation dans laquelle tu te retrouves, oui, souvent on n'a pas le pouvoir total. Qu'est-ce qui dépend réellement de moi? Et quand j'ai identifié ce qui dépend réellement de moi, je prends la décision la plus optimale dans mon intérêt à moi, dans le sens de mon évolution et de mes objectifs. Est-ce que tu vois? Après, il faut prendre des engagements. Pas des engagements énormes pour dire que, ok, d'accord, je veux perdre du poids. Ok, mais tu laisses le pouvoir aux circonstances. Je n'habite pas chez moi, je suis chez mes parents et eux, ils aiment trop les fritures, ils aiment trop aussi, je n'ai pas les moyens d'aller acheter à manger. Oui, tout ça, là, ce sont les plaintes. Mais reprends le pouvoir. Qu'est-ce que toi, tu peux faire à ton niveau? Qu'est-ce qui dépend de toi? Déjà, la quantité que tu manges. Tu peux même décider de ne pas dîner le soir. Maintenant, si tu as trop faim, ok, tu manges. Mais est-ce que tu es obligé de manger une quantité énorme? Ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Est-ce qu'aller faire du sport, ça dépend de tes parents ou ça dépend de toi? Parce que tu sais que ça va intervenir dans ta perte de poids. Est-ce que tu vas faire du sport? Est-ce que tu te donnes le temps de faire du sport? Ça aussi, là, ce sont les circonstances. Non.
Reprends le pouvoir. Qu'est-ce que toi, à ton petit niveau, là, tu peux faire? Hein? Il faut décider d'avoir confiance en toi d'abord. Décider de ce que je veux faire. Je veux perdre du poids. Tu as vraiment décidé, ok, je prends confiance en moi et je décide de passer à l'action. Accepter que le pouvoir rime avec responsabilité. On ne peut pas avoir le pouvoir sans être responsable. On veut tous une bonne santé, mais on n'est pas prêt à faire le moindre petit effort pour avoir cette bonne santé-là. On te dit, va à la pharmacie, va faire contrôler ta tension régulièrement. Tu ne le fais pas. Tu te laisses surprendre par une crise d'hypertension, un AVC. Toi qui me regardes, est-ce que la dernière fois que tu as contrôlé ta tension, c'était quand? Tant qu'on n'est pas malade, qu'on ne va pas en consultation et qu'on contrôle la tension, on ne va jamais le faire. Déjà, à partir de 40 ans, tu es obligé d'avoir ton tensiomètre à la maison. Le tensiomètre électronique. On appuie un bouton, seulement la valeur sort. Mais tu n'as pas ton tensiomètre. C'est toi qui manges gras, tu manges sucré, tu fais pas de sport. Tu as entendu la sensibilisation plusieurs fois, mais tu t'es dit, on fait comment? À l'eau là, c'est doux. On fait comment? Ainsi de suite. On fait comment? Reprends ton pouvoir, s'il te plaît. Prends tes responsabilités. Ta vie est dans ta main. Personne ne va gérer la maladie que tu auras dans ton corps. Si tu es atteint d'une maladie chronique, personne ne va la supporter à ta place. Prends tes responsabilités. C'est de ça qu'il s'agit. Reprendre le pouvoir, c'est aussi s'approprier la responsabilité de son succès, de sa vie, de sa santé physique, de sa santé mentale. À propos de santé mentale, une raison de plus pour te connecter à la classe digitale. Tu vois, les sujets dont on parle, ce sont des sujets qui te permettent d'être épanoui, d'être aligné avec toi-même en termes de mindset. L'année 2026 pour Vision Diamant, c'est 100% mindset. On va énormément parler de santé mentale parce qu'on est fatigué des dépressions. Il y a trop de personnes qui font des dépressions. Et donc, on a décidé de se retrouver tous les mercredis pour parler de santé mentale. Tu entends parler de ce rendez-vous-là, mais tu ne te connectes pas. Parce que tu as quoi d'autre à faire? Tu es en train de scroller sur les réseaux sociaux. Ça aussi, c'est la responsabilité. La responsabilité de mettre dans ton agenda que tous les mercredis de 19h à 20h, tu as classe digitale. C'est gratuit. Peut-être que si on fait ça payant, vous allez y voir de la valeur. Mais on apprend énormément de choses. Pendant le quatrième rendez-vous, on a parlé de s'approprier la responsabilité de son succès en 2026. En 2025, début 2025, tu as fait plein de projets. Et tu n'as rien respecté. Ou bien tu as fait, pour certains, tu as commencé, tu as abandonné en route. Il y en a même que tu n'as même pas commencé. Il y en a pour lesquels tu as commencé, malheureusement, il y a eu un échec et tu as abandonné tout de suite. Tout le monde a une histoire en 2025. Mais comment l'année 2025 s'est terminée? Quels ont été les résultats? Quel a été ton bilan? Est-ce que tu es satisfait de ce bilan-là? Sinon, qu'est-ce que tu as décidé de changer en 2026? Si tu rentres en 2026 comme tu es rentré en 2025, tu auras les mêmes résultats. C'est trop bête de penser que tu vas faire les choses de la même manière et avoir les résultats différents. Non. Les mêmes causes entraînent les mêmes résultats. Les mêmes effets vont entraîner les mêmes résultats. Il faut changer ton fusil d'épaule. Hein? Pourquoi on ne change pas? Pourquoi? Parce qu'on a peur de l'échec. Donc, tu as décidé que cette année-là, tu vas perdre du poids. Excusez-moi de parler de poids parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont concernés par ce sujet-là aussi. J'ai été concernée, mais moi, je suis passée à l'action. J'ai perdu plus de 15 kilos. Vous voyez, avant la docteure Cissé, avant de commencer à faire les vidéos, j'étais en surpoids. Mais je me suis disciplinée en termes d'habitudes alimentaires, en termes de sport. J'ai perdu 15 kilos et j'essaie de garder la ligne. Et ce n'était pas évident. Parce que comme j'ai dit, les mêmes causes entraînent les mêmes effets. Ce qui m'avait fait grossir avant, si je continue à faire les mêmes choses, à avoir les mêmes habitudes, je vais encore regrossir. Peu importe la façon, c'est la méthode qui m'a permis de perdre du poids. On va dire cette méthode ne marche pas. On perd le poids et puis après on reprend. Oui, tu as repris parce que qu'est-ce que tu as fait? Une fois que tu as perdu du poids, tu t'es laissé aller, tu t'es dit, ok, voilà, je suis redevenue mince. Et ne suivez pas certaines personnes. Il y a des personnes qui sont minces, qui peuvent manger tout ce qu'elles veulent. Elles ne grossissent pas. Quand tu es marié à cette personne-là et vous mangez la même chose, tu vois qu'elle ne grossit pas, toi aussi tu grossis, mais tu continues à manger, tu te dis, elle ne grossit pas. Non, vous n'avez pas le même métabolisme. Donc, une fois que tu as réussi à perdre du poids, tu maintiens la discipline tout le temps. Une fois en passant, tu peux tricher aussi, d'accord, mais pas tout le temps. Hein? Donc, on a peur de l'échec. Donc, du coup, on préfère ne même pas commencer le régime parce que dans tous les cas, tu as vu, Adjoa, elle a fait le régime, elle a regrossi. Fanta a fait le régime, elle a regrossi. Donc, toi, tu as tellement peur de l'échec que tu commences même pas. Après, il y en a même qui ont peur du succès.
Quand je vais m'en sortir, une fois que j'ai eu du travail là, dans ma famille, personne ne travaille. Si j'ai eu du travail là, tout le monde va compter sur moi. On va me dire de scolariser tel, on va me dire de payer loyer, on va me dire de payer. Rien que pour ça, inconsciemment, ils ont peur même de trouver du travail. Mais ton inconscient agit aussi sur ta vie. Oh. Le fait d'être en train d'avoir peur de, ça attire même ces mauvaises ondes-là aussi. Tu vas pas avoir du travail. Libère-toi. Quand tu vas avoir du travail, ce que tu peux faire pour les autres, tu fais. Tu vas faire en fonction de tes moyens. Parce que toi aussi, tu dois te réaliser. C'est de ça qu'il s'agit. Arrêtons d'avoir peur du succès. Arrêtons. Moi, avant, j'avais peur de certaines responsabilités. Il me dit, si on m'appelle tout de suite, puis on me dit, bon, on te confie telle responsabilité. Est-ce que tu peux? Je me suis dit, ça là, ça vient. Si j'ai telle responsabilité, les gens vont se dire que j'ai réussi. Donc, ils vont me demander si, ils vont me demander ça. Des personnes à qui tu donnais 5 000 francs ou 10 000 francs à certains événements, demain, tu vas leur donner les mêmes. Celle-là, c'est ce qui amène souvent nos autorités, même souvent, à détourner de l'argent, souvent, pour certains, hein, je pense. Parce qu'on leur met trop la pression. Ah, lui là, ministre, tout ministre qu'il est, il a envoyé 50 000 seulement. Ah, lui aussi. Monsieur le ministre, quoi, il a 20, hein. Ou bien il est député, c'est 100 000 francs seulement il a donné. Mais son salaire de député là, c'est combien? Vous mettez des pressions excessives aux gens, ils se sont obligés de trouver de l'argent pour pouvoir vous satisfaire. Non. Il faut qu'on assume aussi, je suis député, d'accord. C'est 50 000 francs pour te donner. Un point trait. Pense ce que tu veux. Si c'est aussi facile que ça, va toi-même chercher à être député. Ça aussi, là, il faut qu'on regarde les gens droit dans les yeux, puis assumer ce qu'on fait, ce qu'on dit. C'est de ça qu'il s'agit. Après aussi, il y a des gens qui ne veulent pas sortir de leur zone de confort. Ça aussi, 2026, et oui, on te fait les bénédictions en début d'année. Hein, bonne année, santé. Oui, mais ce qu'il faut faire pour la santé, tu n'es pas prêt à le faire parce que tu veux rester dans ta zone de confort. On dit qu'il faut faire le sport 3 fois par semaine. Tu n'es pas prêt. Tu veux rester dans une zone de confort. Tu as déjà déposé des CV. Depuis, toi, tu as eu ton diplôme en 2020. Tu as déposé des CV, quand tu as fini là, tu étais motivé comme ça. Tu as déposé tes CV dans toutes les entreprises de la place. Ils t'ont pas appelé. Les mêmes CV que tu as déposé depuis 2020 là, quand on te demande aujourd'hui où tu en es à ta recherche d'emploi, il a déposé des CV, oh, j'attends qu'on m'appelle. Tu es sûr que le CV que tu as déposé en 2020 là, c'est toujours là-bas? Non. Est-ce que tu es en train de toujours être en train de relancer? Est-ce que tu t'es inscrit sur à Pôle emploi, par exemple? Comment on a, non, Pôle emploi, c'est en France. En Côte d'Ivoire, ici, on dit, comment on appelle? Agence emploi jeune. Moi, je cherchais à recruter une secrétaire. Je me suis adressée à emploi jeune, à l'agence emploi jeune. Pendant plus de 2 mois, elle m'a pas pu m'envoyer un seul CV. Pourtant, je sais que les filles qui ont un diplôme de secrétariat, là, elles sont remplies dans la maison de leurs parents là-bas. Elles n'ont pas de travail. Allez vous inscrire à l'agence emploi jeune, on va vous recruter. Mais elles sont assises. Il y en a qui viennent à l'entretien, on te demande Word, Excel, un tout petit peu. Un tout petit peu, ça veut dire quoi? Toi, tu veux être secrétaire, tu me dis un tout petit peu. PowerPoint même, on n'en parle pas. C'est-à-dire, si moi, il doit faire une présentation, je ne peux même pas confier à ma secrétaire la charger de faire mon PowerPoint. Je suis obligée de faire ça moi-même parce qu'elles ne savent pas faire. Ça ne les intéresse pas. Comment tu peux être secrétaire, prétendre à un poste de secrétaire, tu ne sais pas faire, tu ne manipules pas Word, tu ne manipules pas Excel. Même si vous n'avez pas appris à l'école. Ce sont des compétences que tu peux apprendre dans n'importe quel cybercafé. Soyez responsable. Hein? À un moment donné, vraiment, sortez de votre zone de confort. Et puis souvent, allez faire autre chose. Même si tu as un master 2 en sciences juridiques ou quoi, tu n'as pas eu de travail. Mais il y a autre chose que tu peux faire en attendant. Souvent même là-bas, prêter tes services dans une entreprise. Pour dire, OK, c'est que vous n'avez pas les moyens de me payer. Je vais venir faire du bénévolat. Je vais apprendre. Prenez-moi, je viens travailler cadeau. On ne paye pas. Pas quand vous venez demander des stages. On sait que stage, on est obligé de vous donner au moins prime de transport. On n'en a pas haut. Mais on n'est pas contre la main d'œuvre gratuite. Mais quand tu viens, tu as négocié, on t'a pris gratuitement. Toi-même, tu es d'accord pour ne pas qu'on te paye. Mais tu viens, puis tu apprends. Et puis tu te rends indispensable, incontournable. Le jour où tu n'es pas là, tout le monde sait que le petit là, il n'est pas venu aujourd'hui, non. Ah, mais qui va faire ça là? Qui va faire ça là? C'est eux-mêmes qui vont te proposer un contrat. Mais non. Ils sont assis à la maison, dans la maison de leurs parents. Quand tu vas venir les appeler pour faire un petit truc, ils vont te dire, non, moi aussi, j'ai un master. Ce petit truc là, ça peut te donner au moins 100 000. Mais ils sont habitués à prendre l'argent de poche de leurs parents, ils sont contents. Sortez de votre zone de confort, s'il vous plaît.
Donc, pour devenir un peu plus responsable, pour changer son année 2026, déjà, il faut avoir une vision claire de cette année 2026. Tu as commencé 2026 comment? Comment tu veux la terminer? Quels sont tes objectifs? En décembre 2026, là, tu veux être où? Tu veux avoir accompli quoi? Il faut écrire, pardon. On dit on a 6000 pensées par jour. Les choses auxquelles on pense, c'est beaucoup comme ça dans la tête. Le cerveau ne fait pas la part des choses entre ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Parce que les pensées se succèdent les unes après les autres. Mais quand tu prends le temps d'écrire, moi, docteur Cissé, à la fin de l'année 2026, je veux avoir accompli ça. Voilà ce que je veux réaliser. Voilà, voilà, voilà. Même si tu n'as pas les moyens de réaliser. Le fait d'avoir écrit seulement là, le cerveau se met en mode détection d'opportunités. Souvent, tu passes quelque part, tu vois des affiches, tu ne fais même pas attention. Parce que ton cerveau n'est pas en train de chercher ça. Tu ne dois pas donner des signaux par rapport à ça. Mais dès que tu vas lui dire que moi, je cherche une opportunité de temps, dès qu'il voit une annonce en particulier qui concerne ce que tu veux là, il va attirer ton regard dessus. Là, je suis en train de regarder la caméra, mais je vois tout ce qui se passe autour de moi. Tout ce qui se passe autour de moi, je vois. Mais si je donne le signal à mon cerveau pour dire que je veux tout ce qui est rouge, s'il y a un truc rouge autour de moi tout de suite, dans tout ce que je vois là, le cerveau va attirer mon attention vers cette chose rouge là. C'est ça, c'est l'ordre qu'on donne à son cerveau. Après, il faut transformer cette vision là en objectif mesurable. Oui, je vais accomplir tant d'ici décembre 2026. Maintenant, comment je peux diviser ça en petits objectifs que je peux mesurer pour apprécier ma progression, pour être encouragé? Ça aussi, il faut apprendre à le faire. Si vous voulez apprendre à le faire, inscrivez-vous. Il n'y a même pas besoin d'inscription pour la classe digitale. C'est gratuit. Il suffit juste de se connecter à partir de votre téléphone. C'est tout. Même que vous soyez dans la douche, dans le salon, ou que vous soyez même dans votre baka, vous vous connectez, vous mettez vos écouteurs, vous écoutez la classe digitale, vous apprenez tellement de choses. Il faut mettre en place des systèmes. Il ne faut pas compter sur la motivation. La motivation, là, elle est liée aux émotions. Hein. Aujourd'hui, tu es motivé. Demain, pour une raison ou pour une autre, tu es démotivé. Remplacer la motivation par la discipline. J'ai décidé que 2026 doit être différent de 2025. Donc, quelle discipline je m'impose? J'ai décidé de faire du sport, non? Ok. Je me suis réveillée le matin. Ok, la motivation n'est pas là. Je ne suis pas motivée, mais je n'ai pas envie d'aller au sport. Mais on s'en fout de la motivation. Aujourd'hui, là, j'ai décidé que 3 fois par semaine, je dois faire du sport. Lundi, je n'en ai pas fait. Mardi, je n'en ai pas fait. Mercredi, je n'en ai pas fait. Aujourd'hui, c'est jeudi. Il me reste que 4 jours pour faire 3 séances. Si je laisse passer aujourd'hui, jeudi, il me reste que 3 jours. Je suis condamnée à faire vendredi, samedi, dimanche. C'est pas mieux faire aujourd'hui pour me laisser encore une marge de manœuvre. Si tu as laissé encore jeudi passer, vendredi, il n'y a pas d'excuse. Samedi, il n'y a pas d'excuse. Dimanche, il n'y a pas. Tu es obligé d'aller faire. Il n'y a pas à faire de motivation dedans. D'habitude, je vais à ma voisine, elle est en voyage, du coup, je me sens seule. Non, c'est pas ta jumelle. C'est de ton corps qu'il s'agit, c'est de ta santé qu'il s'agit. Prends-en la responsabilité. Et il faut s'entourer d'un environnement stimulant. Tu veux faire ton régime, et puis toi, tu marches avec les gens qui mangent, qui ne font pas attention à leur santé. Tu veux progresser dans la vie, tu ne travailles pas, ok. Mais toi, tu continues à te promener avec ceux qui jouent dames dans le quartier. Non. Va marcher avec ceux qui ont réussi là, ceux qui travaillent là. Va marcher avec eux. Ils vont t'expliquer comment eux, ils ont eu du travail, comment ça se passe dans leur environnement, comment on postule chez eux. Ils vont te donner des idées. On dit que tu as la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes. Quelles sont ces personnes que tu fréquentes? Avec qui, toi, tu échanges le plus? Qui tu côtoies le plus? Avec qui tu passes le plus clair de ton temps? On dit aussi que quand tu marches avec 9 millionnaires, tu vas devenir le 10e millionnaire. Pourquoi? Parce ils seront toujours en train de parler de leur discipline, de leurs habitudes, de leur manière de voir, de leur manière de penser. Et tu vas t'approprier ça. Vous n'avez pas remarqué quand vous marchez trop avec quelqu'un, vous commencez à utiliser les mots qu'il utilise, ses manières de faire, ainsi de suite, de penser. Oui. Donc, à force, tu vas commencer à laisser la mentalité des joueurs de dames, là, la mentalité des affairés du quartier pour t'approprier la mentalité des gagnants, de ceux qui travaillent, de ceux qui passent à l'action, de ceux qui quittent la zone de confort. Et moi-même, j'ai dit la zone de confort, c'est même pas une zone de confort, c'est une zone d'habitude. Est-ce que c'est confortable de dormir dans le salon de son papa? Même si c'est pas salon, que tu as une chambre là-bas où tu es dans l'issue lit superposé avec tes petits frères. C'est confortable ça? Tu as 29 ans, tu as 30 ans, parce que tu n'as pas eu de travail. Les parents aussi sont compréhensifs. J'ai payé ses études, elle a un master, mais depuis là, on ne trouve pas de travail. On ne trouve pas de travail. Elle fait quoi? Est-ce qu'elle a pensé même à l'entrepreneuriat? Est-ce qu'elle a pensé à faire des petites choses? Non.
Les parents aussi soutiennent leurs enfants dans ça. À un moment donné, ça suffit. Donc, votre zone de confort, ce n'est même pas une zone de confort, c'est une zone d'habitude. Parce que vous êtes là-bas, là même là. Vous êtes dans la misère, dans la galère. Mais vous vous complaisez dans ça. Quand même, arrêtez. Vous, les jeunes d'aujourd'hui, là, vraiment, on vous appelle, mais on vous parle de certaines opportunités. Et ça, là, c'est trop compliqué. Moi, on m'a dit que ça, là, hein, c'est comme si, moi, on m'a dit que... Qui t'a dit? C'est qui t'a dit? Tu as essayé? Arrêtez ça, arrêtez ça, arrêtez ça. Ensuite, on a parlé de la procrastination. C'est quoi la procrastination? C'est le fait de remettre au lendemain ce qu'on peut faire aujourd'hui.